Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Nous allons passer tout de suite, sans plus tarder, à quelques informations concernant la journée d'aujourd'hui. Et en deuxième partie, nous aurons notre entretien. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui son homologue gabonais Ali Bongo en visite officielle en Égypte. À la suite de leurs entretiens, les deux présidents ont tenu une conférence de presse commune au cours de laquelle le chef de l'État a souligné que l'Égypte était prête à multiplier ses efforts pour soutenir les programmes de développement au Gabon. Le président el-Sisi a de même apprécié la position du Gabon soutenant la libre volonté du peuple égyptien. Il a indiqué avoir examiné avec le président Bongo des moyens de lutter contre le terrorisme et des situations prévalentes en Libye, au Sahel, en Centrafrique et également au Burundi. De son côté, le président gabonais a affirmé que ces débats avec le président el-Sisi ont témoigné de la convergence des vues de l'Égypte et du Gabon sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Mesdames, Messieurs, des funérailles militaires ont été organisées aujourd'hui pour l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Dr Boutros Boutros-Ghali, décédé mardi à l'âge de 93 ans dans un hôpital du Caire. Le pape copte orthodoxe et patriarche de l'église copte Tawadros II a présidé la messe qui a eu lieu dans la cathédrale Morkoseya orthodoxe à Abbaseya au centre du Caire. Un compte-rendu de la cérémonie. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est mort à l'âge de 93 ans, a annoncé mardi l'ambassadeur du Venezuela, Rafael Ramirez, qui préside le Conseil de sécurité durant le mois de février. Nous avons été informés que l'ancien secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, est décédé, a-t-il déclaré au Conseil, dont les membres ont observé un moment de silence en sa mémoire. Le diplomate égyptien avait été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général, une fonction qu'il avait occupée entre 1992 et 1996. Né le 14 novembre 1922 au Caire, Boutros Ghali était issu d'une grande famille chrétienne copte d'Égypte. Son grand-père, assassiné en 1910, avait été le premier ministre. Après avoir fait la majeure partie de ses études à Paris, il était devenu professeur de droit à l'Université du Caire et avait publié de nombreux ouvrages traitant des relations internationales. Boutros Ghali avait ensuite été nommé ministre d'État aux Affaires étrangères en octobre 1977. Durant ses 14 ans en poste, il a notamment joué un rôle clé dans la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David en 1978, puis du traité de paix en 1979. Spécialiste des rapports Nord-Sud, il avait été le principal artisan de la politique africaine de l'Égypte. Élu à l'ONU, dans l'euphorie de la fin de la guerre froide et de l'après-guerre du Golfe, il a dû faire face à de sérieuses crises avec des conflits en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Moyen-Orient et le génocide au Rwanda. Après la mort en Somalie de 18 soldats américains en 1993 et les reclus des Nations Unies dans des dossiers de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, il avait été pris comme bouc émissaire, en particulier par les États-Unis qui avaient mis un veto à sa réélection. Après son passage aux Nations Unies, ce brillant intellectuel francophone et francophile avait été le premier secrétaire général de la francophonie de 1997 à 2002. Merci Periane Farou pour ce compte-rendu sur la vie et l'œuvre du défunt Dr Boutros Boutros-Ghali. Mesdames, Messieurs, la police turque a identifié l'auteur de l'attentat à la voiture piégée qui a fait 28 morts mercredi soir à Ankara, un Syrien récemment entré en Turquie comme réfugié, présenté comme proche des milices kurdes de Syrie. Le conducteur du véhicule, bourré d'explosifs, qui a détruit plusieurs bus militaires près de l'état-major de l'armée, s'appelle Saleh Nekar et il est mort lors de l'explosion selon les quotidiens turcs. Je vous laisse avec ce compte-rendu et les explications. L'auteur
L'auteur de l'attentat d'Ankara a été identifié par la police scientifique grâce à ses empreintes digitales enregistrées par les services de l'immigration lors de son entrée récente sur le territoire turc en tant que réfugié. La police turque le soupçonne d'être proche des unités de protection du peuple YPG, les milices combattantes du Parti de l'Union démocratique, PYD, le principal parti kurde de Syrie, affirment les quotidiens. Aucune de ces informations n'a été confirmée de sources officielles. Mercredi soir, les autorités turques se sont refusées à tout commentaire sur les auteurs possibles de l'attentat. Depuis samedi, l'artillerie turque bombarde à rythme quotidien des positions tenues par les YPG qui ont profité de l'offensive des forces du régime de Damas dans la province d'Alep, appuyées par les raids aériens russes pour prendre le contrôle de nouveaux territoires proches de la frontière turque. Le gouvernement islamo-conservateur d'Ankara accuse les YPG et le PYD d'être des organisations terroristes car proches du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, qui mène depuis 1984 une lutte armée sur le sol turc. Selon le dernier bilan encore provisoire des autorités, l'attentat d'Ankara a fait 28 morts et 61 blessés, dont 30 ont quitté l'hôpital après des premiers soins selon l'état-major. Cet attentat n'a fait l'objet d'aucune revendication immédiate, mais le président Recep Tayyip Erdogan a immédiatement promis de riposter. Que l'on sache que la Turquie n'hésitera pas à recourir à tout moment, à tout endroit et en toute occasion à son droit à la légitime défense. L'attaque s'est produite à 18h31 locale et a visé des véhicules de service qui transportaient des personnels militaires. Les Ougandais votaient aujourd'hui pour élire leur député et leur président. Le sortant Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 30 ans, étant favori face à une opposition divisée. Mais le scrutin a été perturbé par d'importants retards à Kampala, notamment à Kampala, la capitale. Du pays devait ouvrir à 4 heures GMT, mais dans la capitale, certains d'entre eux n'étaient pas encore ouverts 5 heures après l'horaire prévu, tout le matériel électoral n'étant pas arrivé selon des journalistes. À Kabalagala, un quartier du sud-est de Kampala, les urnes étaient arrivées avec du retard, mais le bulletin de vote n'était toujours pas disponible en fin de matinée, a constaté une journaliste. Agacés et nerveux, les électeurs y ont cassé des tables en les lançant vers la police qui a appelé des renforts armés et en tenue anti-émeute selon la même source. Dans le quartier de Gaba, dans le sud de Kampala, réputé favorable à l'opposition, la situation était identique, les gens étant fébriles et s'inquiétant de possibles fraudes. La commission électorale s'est excusée pour ces retards sur Twitter. Le vote a commencé dans tout le pays selon les rapports, mais il y a eu un peu de retard dans certains bureaux de vote à cause de problèmes logistiques qui ont été réglés, a déclaré le porte-parole. Les bureaux de vote devaient fermer à 16 heures, mais la commission a confirmé que toutes les personnes qui seraient dans les files d'attente avant 7 heures seraient autorisées à voter. Les résultats des élections sont attendus dans les 48 heures. L'accès à l'Internet était inhabituellement difficile à Kampala, où de nombreuses personnes se plaignaient d'avoir du mal à accéder aux réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp, et les gens contribuaient le problème en utilisant des logiciels de contournement. Les électeurs ougandais doivent choisir leurs 290 députés et décider s'ils maintiennent ou non leur confiance à M. Museveni, âgé de 71 ans, et en quête d'un 5e quinquennat face à cet autre candidat.